C'était Arabie Saoudite, les liaisons dangereuses, une enquête de Julie Lerat réalisée en 2016. La monarchie saoudienne fascine autant qu'elle dérange. Elle mêle politique et doctrine religieuse, un pays actuellement en pleine mutation. Le documentaire que nous venons de voir ensemble pose très bien le contexte et l'histoire du royaume. Nous allons tenter de le prolonger avec mes trois invités. Bélir Nabli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et cofondateur du site d'information, d'analyse et d'opinion chronique.fr. Et d'ailleurs, vous signez une tribune qui s'intitule Arabie Saoudite, une révolution de velours, que l'on retrouve donc sur le site chronique avec un k.fr. Vous venez de publier L'État, droit et politique chez Armand Collin. À vos côtés, Clarence Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu 12 ans à Riyad. Vous étiez la seule journaliste accréditée permanente dans le royaume, ce qui vous a permis d'être correspondante pour de nombreux médias français. De cette expérience rare, vous avez tiré deux ouvrages, Révolution sous le voile, paru en 2014, et Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne, aux éditions Éric Bonnier. Et enfin, Fathia Daziani, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, on vous voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans le documentaire. Vous êtes la spécialiste des monarchies de la péninsule arabique, chercheur et enseignante à l'Institut d'études politiques de Lille, également chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous venez de publier L'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, le prince héritier Mohamed Ben Salman a fait arrêter des dizaines de princes, des ministres, une purge pour lutter contre la corruption dans son pays, peut-être aussi pour écarter certains opposants. Le président de la République, Emmanuel Macron, vient tout juste de se rendre sur place, une visite surprise à celui qu'on appelle MBS. Nous allons revenir ensemble évidemment sur ces événements aux conséquences internes et géopolitiques denses. Mais tout d'abord, Fathia Daziani, qui est Daziani, pardon. Qui est ce Daziani, oui. Quel est ce nouvel homme fort? Vous lui consacrez d'ailleurs une question tout entière dans votre ouvrage. Pourquoi a-t-il décidé d'écarter ces princes, ces ministres? Alors, quel est cet homme fort? Déjà, c'est l'un des fils donc, du roi, son fils favori. Le chouchou, celui qu'on appelle le chouchou. Et c'est celui qu'on n'attendait absolument pas, parce que c'est l'un des moins diplômés de la famille. Il a juste une licence de droit de l'université King Saoud. Par contre, il a été élevé vraiment, il a toujours suivi son père, donc il est très ancré, il est parfaitement familier de la culture politique locale. Donc il a fait finalement cet, entre guillemets, handicap, un atout et un avantage, parce que son père a toujours considéré qu'il avait le charisme, la personnalité pour être un vrai réformateur. Et donc, il l'a choisi. Entre guillemets, il l'a élu, contre la volonté de tous les autres. Alors évidemment, sa légitimité est très contestée au sein même du premier cercle, à savoir sa famille, mais aussi la communauté d'affaires, etc., est très embêtée par ce prince vraiment trublion. Alors, à quoi correspond ce coup de force qu'il a opéré le 4 novembre dernier, avec cette purge absolument inédite, phénoménale? On parle d'une soixantaine de princes arrêtés, une dizaine d'hommes d'affaires proéminents, Walid Ben Talal, Bakr Ben Laden, le chef du groupe Ben Laden, et apparemment même le Premier ministre Hariri, qui est libanais, mais qui est également saoudien, fait les frais de cette purge, parce que... il a démissionné en tout cas de son poste de Premier ministre. Oui, mais il est également mis en cause pour des réseaux d'affaires, avec notamment le prince Abdelaziz Ben Fahd, qui fait partie lui aussi des princes arrêtés, bien sûr. Donc, comment vous l'expliquez, ce coup de force? Alors ce coup de force, c'est la seconde phase finalement de son entreprise. La première phase, ça a été d'écarter son cousin, le prince héritier Mohamed bin Nayef, le 22 juin 2017. Il y a eu la période d'été, qui est passée. Ensuite, il y a eu septembre-octobre, où il y a eu une vague d'arrestations contre des activistes, des intellectuels, plus de 80. Des gens qui s'opposaient pas fondamentalement à la légitimité de ce prince, mais à sa politique et à la concentration de tous les pouvoirs. Et donc à sa politique étrangère, et notamment à l'isolement du Qatar. Donc ça a été la première vague.
Parallèlement à cette vague d'arrestations, il annonce le droit de conduite pour les femmes. Il annonce et ensuite il y a la seconde phase, octobre-novembre, où il annonce dans le cadre de ce Davos du désert, vous savez, ce méga sommet qui a réuni plus de 1500 hommes d'affaires et investisseurs du monde entier, le 24 octobre dernier. Donc, de manière très tonitruante, qu'il éradiquerait l'extrémisme. On va y revenir un petit peu plus tard. Qu'il est ouvert aux autres cultes, qu'il souhaite un islam plus modéré, etc. Exactement. Et à côté de cela, une semaine après, il procède à une purge phénoménale, inédite, et il s'en prend à ceux qui sont très bien ancrés dans les réseaux d'affaires, etc. Et au nom d'une lutte anticorruption, avec une commission qu'il a créée quelques heures avant, il procède à l'arrestation massive et à l'interdiction de sortie du territoire des hommes les plus puissants du royaume d'Arabie Saoudite. Alors, on va poursuivre justement sur cet événement assez inédit. Clarence Rodriguez, justement, vous venez de le dire, officiellement arrêté pour corruption. Est-ce que ce n'est pas un mot un peu fourre-tout, une espèce d'excuse un peu facile pour arrêter beaucoup de gens ? Alors il y a effectivement, ça peut être peut-être un prétexte donc allégué par le prince héritier Mohammed bin Salman, mais il y a également l'aspect politique, c'est-à-dire que ce jeune Mohammed bin Salman, qui demain sera le prochain roi, c'est lui qui va succéder à son père, qui a 81 ans, il aura bientôt d'ailleurs... Oui, il y a eu un décret royal, voilà. C'est officiel. Absolument. Et donc, si vous voulez, il a voulu, en fait, dans cette purge, éliminer, en fait, nettoyer ce qui pouvait lui faire de l'ombre. Vous voyez justement, en fait, il y a tout à l'heure parlé justement de Al-Walid bin Talal. Il faut quand même savoir que le prince Al-Walid bin Talal est quand même un homme très influent. Il fait partie donc des libéraux. C'est quelqu'un qui a fait partie aussi de ceux qui souhaitaient que les femmes donc, obtiennent plus de droits. C'est quelqu'un d'influent sur un plan économique et sur la scène internationale aussi. Vous voyez, c'est quand même pas de l'ombre dans ce sens. Non, mais en attendant, je veux dire que quand on parle de purge, il a voulu éliminer. Il faut regarder, je veux dire, les noms de tous ceux qui sont en ce moment au Ritz-Carlton, parce que toutes ces personnes-là sont assignées à résidence dans un hôtel de luxe. Dans un hôtel de luxe, tous clairement impliqués pour des faits avérés de corruption. Il a les preuves. Absolument. C'est vrai. Oui, tout à fait. Absolument. Mais ce qui est quand même important quand même de dire, c'est qu'il a arrêté. Parce que tout le monde le savait qu'il y avait de la corruption. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas dit d'une façon ostentatoire. Donc là, les choses sont posées. C'est public. Et là, il n'a pas... En fait, si vous voulez, il est déterminé. Il est déterminé, pourquoi ? Parce qu'il veut prendre l'asseoir son pouvoir dans les prochains mois, les prochaines années. Pour les prochaines années. C'est une stratégie populiste, en fait, aussi. Parce qu'il s'appuie aussi, et ça c'est très nouveau, pour asseoir sa légitimité et son pouvoir sur une jeunesse qui est, même si certains sont conservateurs, massivement acquise à Mohammed bin Salman. C'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il s'est rendu incontournable, et c'est pourquoi il procède à cette purge aujourd'hui, parce que de toute façon, il est très populaire parmi cette grande partie de la population. Et sa purge est excessivement bien reçue parmi la population. Alors, on va y revenir. Je ne suis pas entièrement d'accord. Non. Parce que, franchement, il y a effectivement ces jeunes, on parle toujours de ces jeunes. Vous avez quand même des jeunes qui n'ont pas fait d'études. Il y en a beaucoup. On parle toujours, si vous voulez, de ces jeunes qui partent faire des études à l'étranger, qui reviennent avec la tête bien pleine. Non, pas seulement, Clarence. Attends. Je veux dire, il faut quand même... Quand on dit populaire, je veux dire que ce n'est pas de toute la population. Parce que n'oublions pas que cette population est quand même conservatrice, profondément conservatrice, et que, je veux dire, jusqu'à présent, il y avait un consensus qui était là. Je veux dire que les précédents souverains pratiquaient, si vous voulez, des réformes. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'MBS bouscule quand même un peu les codes. Bouscule un petit peu les mentalités, si vous voulez, et ça va très vite pour les gens. Très bien. Donc de là à dire que tout le monde, je veux dire, est derrière le prince Mohammed bin Salman, j'ai dit que majoritairement la population jeune, que ça vous plaise ou non, est acquise à ce qu'il fait. Je suis désolée. C'est avéré, j'ai fait des tas d'entretiens. Il n'y a pas que les jeunes qui vont aux États-Unis qui sont indiqués. C'est ce que je précise. On va poursuivre un petit peu la conversation avec vous, Bélir Nabli. Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que c'est une action structurée ou c'est un coup de colère, un coup peut-être politique aussi?
Non, ce qui est clair, c'est que d'un côté, vous avez un processus dans lequel s'inscrit cette purge. Ce n'est pas un fait spontané, un phénomène spontané. Un processus qui s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance politique de Mohammed Ben Salman. Mais dans le même temps, cette purge traduit une accélération et une intensification de cette montée en puissance. Donc il y a un fait politique fort et incontestable. En ce sens, il y a là la manifestation de sa part d'affirmer son leadership et, diraient certains, sa volonté de puissance, autrement dit, finalement, l'accélération de son accession au trône, puisque finalement, cet agenda-là est pratiquement acté, formalisé. Donc c'est ça qui est intéressant. Il a envoyé un message très clair. Dans le même temps, par rapport au leadership qu'il essaie d'incarner, il y a quand même des signaux contradictoires. Vous avez parlé de réformateur, c'est un réformateur qui veut, en tout cas c'est un personnage qui veut se présenter comme tel à l'échelle internationale, c'est-à-dire lorsqu'il parle vis-à-vis du monde occidental en particulier, et c'est un réformateur aussi qui essaie de parler à la jeunesse et aux femmes, d'où les mesures aussi qui ont été prises et qui, dans le contexte saoudien, sont spectaculaires également. Mais dans le même temps, vous voyez bien que cette figure du réformateur est en train de se construire parallèlement à l'affirmation d'une tendance autoritaire. Oui. C'est ce qui est intéressant. Mais qui l'assume Alors parfaitement. c'était la suite de ma question. Terminez. Non seulement il l'assume, mais pour le coup, il n'est pas très original en la matière, en ce sens où il s'inscrit dans le cadre d'un modèle qui se dessine dans la région, dans les monarchies, dans les micro-monarchies qui subissent d'une certaine manière le leadership saoudien. Mais là, pour le coup, c'est le régime saoudien qui tend à... qui s'inspire, peut-être. S'inspire, en tout cas à transposer à son échelle cette alliance, cet équilibre entre ouverture économique et quelques mesures ponctuelles d'ouverture sociétale, et de l'autre, l'affirmation d'un autoritarisme politique. J'allais justement poursuivre votre réflexion. Est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir un dictateur, ce qu'on appelle un dictateur ? C'est un autocrate autoritaire qui est en train de, effectivement, contrôler l'ensemble des pouvoirs pour mieux asseoir, si vous voulez, son pouvoir sur cette structure très segmentée qu'est le Royaume d'Arabie Saoudite. Il ne va pas tout seul régner en dictateur absolu. C'est un autocrate très autoritaire qui a envie de bâtir finalement une nation à construire. C'est pourquoi son projet national, en se basant, même s'il y a des contestations auprès de la jeunesse, je veux bien mais sur un socle très large, essayer de tirer sa légitimité du bas et d'imposer dans la strate supérieure, c'est-à-dire un renouvellement des générations parmi les princes, et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que tous les princes seniors qui sont arrêtés et leur réseau d'affaires, pareil, il est en train de les renouveler. Donc il est en train de se projeter sur un système qui est déjà existant, mais en le rajeunissant et en le construisant autour de sa personne. Permettez-moi juste de poursuivre cette réflexion. Est-ce que ces hommes, justement, ces hommes d'affaires, ces hommes de médias qui sont arrêtés en ce moment, est-ce qu'il ne prend pas un risque, MBS ? Est-ce qu'ils ne vont pas se retourner contre lui ? Alors, peut-être, en tous les cas, mais il faut quand même parler d'une chose, justement, par rapport à ces réformes. Il a quand même une idée bien déterminée. C'est son plan Vision 2030. Vision 2030, absolument. Qu'il veut mettre en place. Parce que tout ça découle de ce plan. Vous savez, depuis 3 ans, l'Arabie Saoudite vit une crise, est plongée dans une crise économique sans précédent à cause du prix, de la chute du prix du baril de pétrole. Donc c'est terminé, enfin je veux dire, le tout pétrole. Donc il veut absolument, si vous voulez, profiter en fait, je veux dire, de cette situation. D'ailleurs c'est inéluctable, de cette situation, pour imposer des réformes sociétales. L'État-providence, c'est terminé de toute façon. C'est terminé, oui, parce que c'est vrai que cette société était, je veux dire, sous perfusion donc, de l'État. Il y a donc 3 ans, le roi Salman a donc, par décret royal, il a fait augmenter le prix de l'essence, de l'essence, oui. Déjà que ce n'était pas important, mais de l'eau, de l'électricité, et les subventions, moins de subventions. Ce qui fait que, si vous voulez, cette population s'est retrouvée déjà face à une situation, face à une réalité. Voyez ? Et là, les réformes qu'il est en train de prendre
ça bouscule forcément cette population qui n'était absolument pas habituée à ce genre de situation. Oui, ils découvrent un peu absolument. Presque même que l'austérité, hein, et de travailler aussi, parce que la population se met vraiment au travail, il met tout le monde au travail, y compris les femmes, davantage de femmes, même si depuis 4-5 ans, vraiment les femmes... Ça s'ouvre un peu. Absolument. Et ça, il faut rendre quand même hommage à Feu Roi Abdallah, parce que le prince héritier, c'est vrai qu'il est en train de mettre en place certaines réformes sociétales, mais il faut quand même savoir que c'est aussi Feu Roi Abdallah qui a instillé, on va dire, ce mouvement. Bélier Nabli, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport justement à cette montée en puissance de Mohammed Ben Salman, derrière quand même cet acte qui traduit son leadership et son poids dans le système actuel, il y a peut-être aussi la traduction d'un phénomène paradoxal qui serait sa propre fébrilité. Parce que finalement, la situation en Arabie Saoudite, on peut la comprendre également en l'inscrivant dans son contexte régional. Et d'ailleurs, les initiatives principales du pays à l'échelle régionale, par exemple l'intervention au Yémen ou le blocus, on va y revenir un tout petit peu plus tard, mais... le blocus autour du Qatar, impliquent directement Mohammed Ben Salman. Or, ces initiatives-là n'ont pas été couronnées de succès jusqu'à aujourd'hui. Et d'une certaine manière, il apparaît en position de force. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est parce que ça n'a pas marché à l'extérieur qu'il essaye de faire quelque chose à l'intérieur? C'est un briquet pour moi. Justement, ce que je disais dans le propos liminaire, c'est que l'extérieur et l'intérieur, dans le cas d'espèce, je pense que ce n'est pas une grille de lecture qui s'applique parce que c'est extrêmement imbriqué dans la mesure où Mohammed Ben Salman est au cœur des décisions internes et externes. Vous voyez, voilà. Et donc là, peut-être que derrière ces actes d'autorité, il y a peut-être aussi des signes de fébrilité. Sur le plan religieux, il l'annonçait très récemment et vous aviez commencé à en parler. Il veut retourner à un islam modéré, tolérant, ouvert sur le monde et les autres religions. Il l'a même dit, nous allons détruire les idées extrémistes maintenant. C'est un discours de façade ou c'est sincère? Là, il s'exprimait devant un parterre international, donc il a voulu marquer le coup. C'est une sorte de vitrine? Non. Il y a également il y a deux choses. Il y a ce discours vis-à-vis de l'extérieur qui est vrai, c'est pour marquer le coup, dire on va rendre revenir, plus exportable aussi. Voilà. Et puis ce sont des investisseurs qui venaient pour investir. Voilà. Donc il voulait donner quand même aussi une image plus exportable de son pays. Bien sûr, il y a cet aspect-là. Mais sur le plan intérieur, il est clair que même si le clergé conservateur, etc., est encore là, son pouvoir est assez érodé. Il y a de plus en plus, c'est ce prince justement qui prend de plus en plus les choses en main sur le plan de la société, en offrant des espaces de divertissement, de loisirs à la jeunesse, et en leur promettant aussi un contrôle des religieux beaucoup moins fort, beaucoup moins puissant. Voilà, beaucoup moins puissant. Donc c'est ce qui plaît aussi. Donc il y a des mesures, il a décidé, il a poussé ce décret royal d'avril 2016 pour que la police religieuse, son rôle soit très ostensiblement réduit. Il a également contribué à assouplir le statut du mahram, c'est-à-dire la tutelle masculine, où les femmes sont en mesure de procéder à des réformes, à des démarches administratives, etc., s'inscrire à l'université. Dernière décision en date, le droit de conduite. Et puis également promouvoir le rôle des femmes, et promouvoir le rôle des femmes également dans divers secteurs d'activité professionnelle. Donc il y a des choses qui se passent, c'est pas simplement à destination de l'extérieur. Très bien. Je voudrais maintenant qu'on écoute ensemble le président de la République, Emmanuel Macron, juste avant qu'il se rende en Arabie Saoudite. Je souhaite aussi m'employer à convaincre et sensibiliser le voisin saoudien, et c'est pour cette raison que dès après notre conférence de presse, je me rendrai pour 2 heures en Arabie Saoudite pour voir le prince héritier Mohammed Ben Salman. Alors il a donc rencontré MBS jeudi 9 novembre à Riyad. L'entretien qui a duré 2 heures n'a pas été filmé. Mais voici le communiqué diffusé par l'Élysée. Je vous en lis un extrait. Le président de la République et le prince héritier Mohammed bin Salman ont échangé longuement sur l'importance de préserver la stabilité de la région, lutter contre le terrorisme et surtout travailler à la paix. D'autres dossiers régionaux ont été examinés par les deux dirigeants, en particulier le Yémen, pour lequel le président français a souligné sa préoccupation sur la situation humanitaire
militaire et sa disponibilité à faciliter une sortie de crise. Clarence Rodriguez, est-ce que cette tentative de médiation peut porter ses fruits? Et surtout, est-ce qu'il est dans son rôle, Emmanuel Macron, quand il se déplace en Arabie Saoudite? Écoutez, moi je pense qu'il est aux portes donc, de l'Arabie Saoudite, il en profite, mais moi je pense qu'il est quand même important de noter que Mohammed bin Salman, ce prince héritier, accepte, parce que généralement, vous savez, avant, dans le protocole, on mettait des mois et des mois avant d'accueillir donc un chef d'État. Là, il a été hyper réactif. Et je trouve que c'est en ce sens qu'il faut saluer, j'ai envie de dire, cette modernité. Ça en fait partie d'ailleurs, parce que, encore une fois, accueillir seulement 2 heures. Presque en visite surprise, oui, quoi. c'est visite surprise. Alors on va dire peut-être 2 heures. Mais moi je trouve que c'est plus que dans le symbole. Il accueille donc le président de l'État français. Je trouve que même pour Emmanuel Macron, c'est aussi une façon de se positionner sur la scène. Enfin, dans le pays, enfin en Arabie Saoudite, mais sur la scène régionale, et ne pas trop laisser, si vous voulez, les Américains et Donald Trump prendre, je veux dire, prendre le leadership. Très bien. Bélir Nabi. Non, c'est une visite importante parce qu'elle intervient notamment après un discours déjà important du président de la République devant les ambassadeurs français, où il avait déterminé, fixé déjà le fait que finalement la lutte contre le terrorisme islamiste était la priorité de notre politique étrangère et que d'une certaine manière, au regard de cette priorité-là, il fallait repenser peut-être notre discours à l'égard des pays du Golfe. En tous les cas, il avait assumé une forme de mise à distance vis-à-vis des régimes du Golfe sans reconnaître l'idée suivant laquelle ces derniers finançaient certains groupes terroristes. Il n'a pas assumé naturellement cette corrélation-là, mais il a établi un lien entre finalement des doctrines islamistes et le phénomène djihadistes et terroristes. Qu'à partir de ce moment-là, on a quand même vécu une forme de tournant, quand même, par rapport à notre discours officiel à l'égard des monarchies du Golfe. On pouvait se demander si ce type de discours allait être suivi d'actes, sachant que notre politique, notre relation bilatérale avec l'Arabie Saoudite est caractérisée notamment par sa dimension commerciale. Eh oui. L'offre, surtout des échanges économiques, finalement, oui. Voilà. Et est-ce que, encore une fois, la donne liée, la donne commerciale allait continuer à caractériser cette relation, ou qu'au contraire, au nom de la lutte contre le terrorisme ou au nom de la lutte pour les droits de l'homme, on allait assister à une évolution. Pour l'instant, c'est pas très clair, et le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'informations finalement qui est filtré de cette rencontre signifie bien qu'on est à un moment important. Incontestablement, on est à un moment important où finalement, pour le coup, la politique étrangère française ne s'aligne pas sur celle de Donald Trump telle qu'elle a été définie, en tout cas affichée lors de la visite officielle de Donald Trump en Arabie Saoudite, où là, pour le coup, après la petite période de glaciation entre l'administration Obama et Riyad, on semble renouer avec l'âge d'or de la relation, de l'alliance stratégique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Là, pour le coup, la France ne s'aligne pas et tente de définir peut-être une troisième voie. Sa propre voie. Effectivement. En 2015, l'Arabie Saoudite, on le disait aussi tout à l'heure, prend la tête d'une coalition contre les rebelles au Yémen. Mais vous l'expliquez très bien dans votre livre, l'antagonisme entre le Yémen et l'Arabie Saoudite est très ancien. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Il est très ancien, il y a des contentieux territoriaux depuis toujours. Je veux dire, le royaume d'Arabie Saoudite s'est construit, enfin le royaume moderne, puisque c'est le troisième État El Saoud, donc fondé par le roi Ibn Saoud en 1932. À l'époque, ça se construisait sur des conquêtes territoriales. Ayant pactisé avec justement les descendants de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, la dynastie des Al-Sheikh, donc, et qui a servi donc à Ibn Saoud à conquérir des territoires. Et donc le Yémen, bien sûr, donc le Assir, le Najran, les 3 provinces du sud, aujourd'hui saoudiennes, étaient bien sûr... elle aussi, était réclamée par le Yémen. Donc il y a toujours eu ce contentieux territorial qui a été réglé très tard, avec le traité de Jeddah en juin 2000.
Et puis, c'est vrai que le Yémen Avec le a traité toujours de Jeddah, constitué, c'est ça ? oui, a toujours constitué pour l'Arabie saoudite un peu son arrière-cour, son arrière-fond stratégique, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est pourquoi quand on nous dit, voilà, le Yémen, voilà, l'Arabie saoudite a lancé sa guerre en vendant ça à sa population comme une guerre pour stopper, si vous voulez, l'influence iranienne. Eh oui. Les Iraniens ne sont pas au Yémen. Mais c'est vrai que comme les Iraniens sont très implantés, très influents en Irak, en Syrie, au Liban depuis longtemps, et que le Yémen, justement, ces rebelles zaïdites, et notamment les Houthis, qui se sont, dit-on, chiitisés, qui se sont rapprochés, c'est vrai, de l'Iran à la fin des années 1980. Idéologiquement parlant. Oui, voilà. Étaient devenus les principaux ennemis effectivement des Saouds et puis à l'époque de l'allié stratégique des Saouds, à savoir Ali Abdallah Saleh, l'ancien président yéménite, qui, par les divers retournements de situation au Yémen, il y a eu ce printemps yéménite, etc., est devenu, par la force des choses, un allié contre nature des Houthis, qui étaient ses ennemis, puisqu'il leur a livré plus de 6 guerres. Mhm. Donc c'est cet imbroglio incroyable. Alors le jeune Mohammed bin Salman s'est lancé dans cette guerre pensant qu'elle serait expéditive, parce qu'il a même appelé ça tempête décisive, c'est ça ? Oui, exactement. Il pensait que ça durerait quelques semaines. Et finalement, ça s'enlise. Bourbier, ça s'enlise, et c'est pas prêt de s'arranger parce que c'est un pays ultra fragmenté. Et puis bien sûr, c'est un désastre humanitaire, Oui, bien c'est sûr. un désastre militaire pour l'Arabie Saoudite. Ça coûte très très cher. Donc tout ceci se greffe avec tout ce qu'il veut faire sur le plan intérieur. Et c'est, comme disait Bellery, c'est ça ? Bélir. Bélir Nabi, pardon. Il le disait très bien. Tout ça est très connecté finalement, l'intérieur relié. et l'extérieur. Vous vouliez compléter justement. Mais justement, oui. Non seulement on a une imbrication entre les affaires intérieures et les affaires régionales, mais en plus, il est vrai que la carte régionale est en train de se redessiner de manière subreptice. Pas au niveau des frontières, pas forcément de manière aussi forte, encore que entre la Syrie et l'Irak et à l'intérieur de certains pays, la question des frontières connaît une actualité aiguë. Mais on est quand même dans une période extrêmement forte, intense du point de vue de la reconfiguration régionale et du système d'alliance. Ce qui explique notamment le blocus, la décision d'essayer d'établir un blocus autour du Qatar, c'est le sentiment notamment saoudien d'un rapprochement entre le Qatar et l'Iran. Et on a souvent cette idée vue de Paris et de France, suivant laquelle finalement cette région est traversée par un clivage et une confrontation entre chiites et sunnites. C'est réducteur. C'est beaucoup plus complexe que ça, Il oui, s'agit bien sûr. d'États, de monstres froids. Ils font de la géopolitique. Vous parlez de monstres froids. Est-ce que vous diriez même que c'est un peu la guerre froide finalement entre l'Iran et l'Arabie saoudite ? Il y a une guerre par procuration, c'est-à-dire une guerre indirecte. Ils Oui, ne c'est un peu ça. s'affrontent pas directement, mais ils s'affrontent par alliés interposés. D'ailleurs, le Liban incarne aussi cette situation, puisqu'on parlait d'actualité. L'actualité politique interne saoudienne est riche, mais elle a un impact sur la politique interne libanaise. Eh oui, le Premier ministre Hariri vient de démissionner, une démission annoncée sur le sol saoudien, un symbole extrêmement fort Bien sûr. pour illustrer la tutelle de fait du pays vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Comment expliquer cette démission, si ce n'est justement le fait que le Premier ministre Hariri, du point de vue du grand frère, entre guillemets, saoudien, n'a pas fait montre d'assez de fermeté vis-à-vis du Hezbollah, qui est l'allié libanais et chiite de la puissance régionale iranienne. Donc vous voyez que la lecture des politiques internes et régionales sont imbriquées. C'est ainsi qu'on peut comprendre la situation globale. Mais on vous a bien entendu. Pardon, il y a un déséquilibre patent. On ne peut même pas parler de rivalité saoudo-iranienne tant l'Iran contrôle énormément la situation dans la région. Moi, je dirais que l'Arabie saoudite est extrêmement sur la défensive et sent que l'Iran est en train de, effectivement... Comme une obsession, un peu, hein, non, mais de c'est la pas menace iranienne. Non, c'est pas qu'une obsession. C'est que l'Iran, très honnêtement, est extrêmement influent partout, en Irak, en Syrie, au Liban, et que donc l'Arabie saoudite est extrêmement sur la défensive, et donc agit par coup.
On vous a entendu. Mais on vous a entendu. Vraiment, il nous reste en fait justement, une... c'est une hégémonie, mais justement pas pour diffuser le chiisme. C'est une hégémonie d'une puissance régionale qui tente d'imposer son leadership. Je veux dire, par rapport à la lecture française qui souvent... Je pense qu'on vous a bien compris. Il nous reste une toute petite minute d'émission, même moins que ça en réalité. Je voudrais qu'on termine évidemment avec les droits de l'homme. Il y a un petit souci évidemment avec, c'est un euphémisme de le dire, avec l'Arabie saoudite, non signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Un pays où la peine de mort est la plus appliquée. Vous le dénoncez d'ailleurs, Clarence. Après l'Iran. Vous le dénoncez, Clarence Rodriguez, dans votre ouvrage. Raif Badawi est toujours emprisonné. Est-ce que d'un mot, vous pourriez nous décrire un petit peu la situation? Raif Badawi était donc journaliste, blogueur saoudien, qui en janvier 2015 a reçu 50 coups de fouet sur les 1000 qui sont prévus. Il a été incarcéré en 2012. En 2012. Aujourd'hui, il est toujours en prison. Sa famille est à Sherbrooke, au Canada. Il a 3 enfants. La raison pour laquelle il a été incarcéré, c'est parce qu'en fait, il a créé un blog, un forum sur Internet. Et effectivement, il s'en est pris un peu à la politique du royaume. Et je pense qu'aujourd'hui, si effectivement le prochain roi, qui est donc Mohammed bin Salman, prenait des décisions justement à l'endroit de Raif Badawi, je pense que ce serait vraiment un geste royal. Et je crois que c'est vraiment attendu par certains Saoudiens et Saoudiennes, mais également par la communauté internationale. Et les droits de l'homme, aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des réformes sociétales, des réformes économiques, on parle peu des réformes des droits de l'homme. Et je pense que c'est un point capital pour qu'il réussisse son règne. Eh bien, on terminera l'émission là-dessus. Merci infiniment à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve très très vite avec un nouveau film et un nouveau débat.